Dans cette vidéo du chapitre 43 de mes notes de cours, je vais résoudre une autre situation tirée de la section 4.5 de ces games portant sur le moment de force magnétique. Il s'agit de la situation 2 où on nous demande maintenant d'étudier le moment de force sur un cadre rectangulaire dont le plan est parallèle au champ magnétique. Je vous invite à prendre connaissance du libellé de cette situation à la page 368 de ces games. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de reprendre la situation 1 avec cette fois-ci un champ magnétique B qui serait dans le sens de l'axe X, puisqu'il est dans le sens du vecteur I. Si on nous demande de reprendre la situation 1, on va aller se rappeler qu'est-ce qu'était exactement la situation 1. Je reviens en arrière quelques secondes sur la situation 1. Je vous rappelle que c'était un cadre, donc on va avoir le même cadre avec le même courant, ce qui fait que je ne reprendrai pas les dessins du courant quand on tournait le cadre de côté, voir que le courant était sortant en haut, rentrant en bas, etc. Okay? On va se limiter d'étudier qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le problème. On nous donne encore un cadre rectangulaire avec les mêmes dimensions AB, avec un courant qu'on pourrait considérer connu. Puis on nous demande d'étudier la force magnétique résultante et le moment magnétique résultant en calculant une formule à partir justement des paramètres connus. De retour à la situation 2, donc toutes ces données-là de base sont pareilles. Ce qui est différent, c'est mon B qui est selon l'axe X. Donc la première chose que j'ajoute sur mon dessin, c'est le vecteur B orienté de cette façon. Dans le titre de la situation, on disait que donc le plan est parallèle au champ magnétique. Mais évidemment, le plan du cadre, c'est le plan de la feuille ou de l'écran. Et le B est dans ce plan-là et dans le même plan. C'est ce qu'on veut nous dire. Contrairement à tout à l'heure, vous pouvez revenir à cette situation 1, le B était perpendiculaire à l'écran. Et à cette situation précédente, on n'avait aucune force résultante, aucun moment magnétique résultant. Ben, on va étudier qu'est-ce qui se passe si le B est orienté de cette façon-là. Première chose qu'on avait fait, c'était dessiner nos forces magnétiques sur les 4 fils plus individuellement. Donc, on commençait en ordre avec le fil 1 en bas. Le courant est dans le même sens ou dans le sens contraire, je devrais dire 180 degrés par rapport à B. Il n'y a pas de règle de main droite là, qui peut s'appliquer dans ce cas-là. De toute façon, quand on ferait la formule avec les chiffres, ça donnerait sinus 180, ça donnerait 0. Il n'y a pas de force magnétique sur le fil en bas. Après ça, le courant remonte. Là, je peux appliquer la règle de la main droite. Le bras vers le haut, la paume va faire face vers B pour pouvoir replier mes doigts puis que ça s'en aille vers la direction de B. J'en arriverai à une force magnétique. Mon pouce serait rentrant dans l'écran. FM2. Pour le fil 3, mon courant est dans le même sens que B. Pas de force magnétique qui existe, pas de façon d'appliquer la règle de la main droite correctement. Le courant redescend. Je dois mettre ma main selon le courant, mon bras et ma main selon le courant qui redescend. La tourner de façon à ce que la paume soit dans le sens de B pour que quand je plie mes doigts, ils s'en vont dans le sens de B. Le pouce devrait vous donner une force magnétique sortante. Donc, contrairement à tout à l'heure, j'ai une situation où il existe deux forces magnétiques sur les deux fils qui sont verticales. Sur la vue de côté, donc encore une fois, on tourne le cadre de façon à ce que le côté 2 s'en aille en arrière, puis le côté 4 s'en vient vers nous. Donc, notre œil regarde l'axe X, si on veut, qu'on voit ici. Si vous faites ça, puis vous pensez à faire tourner les deux FM en même temps, ben de toute façon, on voyait que FM2 était dans le sens contraire de l'axe Z, donc FM2. C'est vrai, j'ai commencé par dessiner le vecteur B. Sur la vue de face, on voyait que le B était dans le même sens que X, donc si X est sortant, B est sortant. Après ça, j'ai probablement dessiné le FM4 en premier, parce qu'il est sur le fil 4, c'est la première chose que je vois. Puis le FM4 était dans le même sens que Z. Fait que quand je le fais tourner, il va aller dans le même sens que Z. FM2, je ne l'avais pas dessiné initialement, mais même si je regarde le fil 4 et que je ne vois pas le fil 2, ben FM2 qui est dans le sens contraire de l'axe des Z, donc j'arriverais à le voir. Il serait juste plus loin. J'ai fait exprès de dessiner le vecteur un petit peu plus mince pour l'effet de dimension. Là, lui, il est plus reculé que celui-ci. On avait fait une vue de haut de ce problème-là également, puis c'est une vue très intéressante pour la question de rotation. Donc, on va dessiner notre B en premier. Le B dans le même sens que l'axe des X. Quand je regarde d'en haut, c'est que mon œil est sur le Y. Là, il est en haut et il regarde vers le Y. On voit le Y sortant.
Bâton B, tu le vois de côté. Donc le B est dessiné vers là. Le FM2 ou le FM4 qui est plus facile parce qu'il est dans le même sens que l'axe Z. Le FM2 donc dans le sens contraire. Donc FM2 vers l'arrière de l'axe Z. FM4 vers l'avant de l'axe Z. Et il nous reste, vu en perspective, d'arriver à dessiner l'équivalent de ça. Donc FM2 s'en va dans le sens contraire de l'axe Z, FM4 dans le même sens. Le B s'en va selon l'axe X, donc il se peut avoir théoriquement la même orientation que l'axe X. Puis, comme je viens de mentionner, FM2 dans le sens contraire de l'axe Z, puis FM4 dans le sens de l'axe Z. Et j'espère que ces deux vues en perspective et vue de haut vous amènent à penser que le cadre pourrait tourner par rapport à l'axe des Y. Ce qui serait l'axe naturel, là, de dire je vais m'assurer de fixer quelque chose qui ferait que le cadre peut tourner par rapport à l'axe des Y. Donc un axe de rotation fixe. Ben, si vous exercez des forces sur un cadre qui est fixé selon l'axe de rotation ici, de cette façon-là, je vais vous le faire en classe, là, mais le cadre va avoir tendance à tourner. C'est la vue de haut qui nous permet de mieux montrer le sens de rotation. Je vous rappelle que ça, c'est l'équivalent, l'axe Y, c'est l'équivalent de mon axe de rotation. Comme quand on faisait les moments de force en mécanique, je disais, c'est l'équivalent de mon clou. Si le cadre est fixé à cet endroit-là, puis que j'exerce des forces FM2, FM4 de cette façon-là, il va avoir tendance à tourner de cette façon-là. Donc, je vais créer un moment de force, une capacité à le faire tourner. Sur la vue en perspective, c'est un peu plus dur à dessiner. Il tourne alentour de l'axe des Y. Quoique, même dessiné comme ça, on pourrait penser qu'on pourrait réussir avec notre œil à penser qu'il tourne d'un bord ou de l'autre. C'est vraiment la vue de haut qui permet de bien identifier le sens de rotation. Comme tout à l'heure, puis pour répondre aux deux points d'interrogation, on va calculer nos forces résultantes ainsi qu'éventuellement nos moments de force. Donc la force se calcule, une force magnétique quelconque dans un fil se calcule avec ILB sinus entre les deux. Pour FM1 et FM3, comme mentionné tout à l'heure, le sinus, ça va être un 180 degrés, c'est 0, donc il n'y avait pas de FM1, FM3. FM2 et FM4, étant donné qu'ils ont la même longueur, le même courant, le même champ magnétique, vont avoir la même valeur et qu'ils ont aussi les mêmes angles. FM2 et FM4, donc I, la longueur, c'est la longueur de B quand je fais FM2 et FM4, le champ magnétique B, et le sinus, c'est 90 degrés. Que je prenne le courant I ici, puis le B sont à 90 degrés, puis le courant ici qui monte, puis le B sont à 90 degrés. Donc, ils vont avoir la même valeur, I, B, B, ce qui veut dire que quand je les analyse, dans ce cas-ci, les deux s'exercent sur l'axe Z. Quand je les analyse sur l'axe Z, que je fais la force résultante selon l'axe Z, les deux s'annulent. Je vais avoir une valeur de 0. Et j'arrive comme tantôt que, parce qu'il y avait là, il n'y a pas de force en X, il n'y a pas de force en Y, la force résultante c'est 0, il n'y a pas d'accélération, donc nos forces magnétiques ne créent pas de déplacement, de translation du cadre. En termes de moment de force, un peu comme tout à l'heure, je vous rappelle, le moment de force se calcule avec le bras de levier perpendiculaire fois la force par rapport à l'axe de rotation. L'axe de rotation est ici, sur la vue de haut. Sur la vue de face, c'est l'axe YZ ici. Mais je pourrais montrer que la force qui est ici, qui est dessinée ici également, donc elle a un bras de levier, on le voit mieux sur la vue de haut, par rapport à l'axe de rotation, l'axe Y. Elle a un bras de levier indiqué ici, qui va être la moitié de A. Puis même chose, elle, par rapport à l'axe de rotation, elle a une distance qui est la moitié de A également. Fait que le bras de levier 4, c'est A sur 2. Donc, quand j'applique ma formule générale pour calculer les moments de force, si je l'applique au moment de force M2, je vais avoir le bras de levier 2 fois FM2. Si je l'applique à M4, je vais avoir le bras de levier 4 fois FM4. Je vous rappelle que ces deux bras de levier-là, c'est A sur 2. Quand j'étudie la rotation individuellement, cette force-là faisait tourner selon la flèche que j'ai mis ici pour le moment de force, la flèche rotative. Ce moment de force-là, avec un clou placé ici, fait également tourner le cadre dans le même sens, le moment de force qui est illustré ici.
Fait que les deux, même si je les aurais pris individuellement, font tourner dans le même sens. Les deux moments de force vont s'additionner. Donc, ils ne vont pas s'annuler, ils vont se contribuer dans le même sens, les deux. Donc, autant ce bras de levier-là que ce bras de levier-là, avec ce qu'on a dit en haut, du point de vue de l'analyse de la géométrie, on va les remplacer par A sur 2. Ma force magnétique, on avait déjà vu comment la calculer en haut, que c'est ILB. Donc, FM2, FM4, c'était IBB. Donc, les deux se remplacent par IBB. Évidemment, quand je les additionne, ça revient M2 plus M4. Ben, ça revient à faire A2 IBB plus A2 IBB. Donc, je vais avoir 2 fois A2 IBB. Ben, évidemment, 2 fois A sur 2, il va me rester juste A. Donc, le moment de force résultant, ça va être IAB fois B. Évidemment, multiplier A par B, ben, ça revient à calculer l'aire du cadre. Hein. Cette dimension-là par cette dimension-là, c'est l'aire du cadre. Donc, je pourrais même, au lieu d'écrire en fonction de A et B, dire que c'est I grand A fois B, donc I fois l'aire. Donc, le moment de résultant dans un cadre qui est parfaitement perpendiculaire à B, c'est le courant qui circule dans le cadre, c'est l'aire du cadre et c'est le champ magnétique du cadre.